Vous écoutez Colombie Carnet Voyage, une émission des colombies-sur-mesure.com. Bonjour à tous et bienvenue à Colombie Carnet Voyage, cette émission qui est centrée à vous faire découvrir ce merveilleux pays, la Colombie. Aujourd'hui, une émission très intéressante justement parce qu'on va aborder surtout beaucoup de sujets intéressants pour les francophones et les Français qui ont entendu parler de ce merveilleux pays et qui s'intéressent à le découvrir avant de visiter exactement cette destination au nord de l'Amérique du Sud. La Colombie, justement, un pays avec un passé trouble, avec justement beaucoup d'éléments chargés un peu d'histoires de résilience, des histoires liées un petit peu à des moments violents, et aujourd'hui avec surtout une force incroyable, surtout une transformation qui va nous ramener à découvrir exactement ce pays. Par contre, commençons dès tout le début, à la base, comment ce pays exactement démarre, et ce qui correspond aujourd'hui au territoire de la Colombie, comment petit à petit ça se transforme dans cette grande nation. Et donc, on peut facilement parler de une histoire partagée, une histoire en commun avec beaucoup d'autres pays en Amérique du Sud, comme la Bolivie, le Chili, le Mexique. Ça commence forcément à partir des grandes communautés, une grande civilisation, et particulièrement en Colombie, ça va être donc exactement des communautés natives indigènes, ce qu'on appelle les premiers peuples. Et finalement, une histoire à l'origine de ces premiers hommes et femmes qui vont peupler ce qu'on appelle aujourd'hui la Colombie et le continent. Il y a des histoires justement par rapport à l'origine de l'homme dans cette région qui vient à partir de l'Asie. Ça va être justement à travers la Polynésie, la Mélanésie, et à travers l'île de Pâques, on va peupler exactement, et on va remonter tout le sud du continent jusqu'à toucher justement ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qui correspond au Panama, le Venezuela, l'Équateur, la Colombie. Et donc ces premiers peuples arrivent, s'installent et vont créer exactement des communautés un peu nomades, des communautés qui étaient des fortisérants, des orfèvres très forts, et surtout à des communautés que, en différence un peu aux communautés en centre de l'Amérique, les communautés aztèques, les communautés mayas, finalement, ne développent peut-être pas tellement des civilisations si connues. Par contre, on peut facilement parler d'une partie du territoire, une partie du continent qui est peuplée. Il y a des vestiges des premiers habitants, il y a plus de 12 000 ans. Et donc, forcément, ça va être à l'origine exactement de ce qu'on appelle nos peuples natifs, nos peuples autochtones, et les premiers peuplements, justement, dans ce qui correspond aujourd'hui la Colombie. Donc, ces premiers peuples indigènes, forcément, sont les grands ancêtres des plus de 80 communautés qui restent encore aujourd'hui une partie importante de la population du pays. Lorsque vous allez venir à faire une découverte de ce merveilleux pays, vous pouvez rencontrer exactement des communautés de natifs, des locaux justement, des peuples traditionnels, surtout dans le nord du pays, peut-être justement autour de la Sierra Nevada de Santa Marta, par exemple, notamment avec le peuple Kogi, le peuple Cancuamo, ou même les Wayuu, si on remonte un petit peu plus au nord vers la Guajira, où on pourra forcément faire la rencontre de peuples du sud du pays. Il y a même des peuples qui restent encore complètement indépendants, qui ne sont pas du tout occidentalisés, et à partir à peine de récentes découvertes, et même grâce à l'accord de paix finalement, c'est qu'on ne s'est plus rendu compte de comment il existe encore de peuples natifs indigènes, même encore pas en contact avec
la Colombie occidentale. Et pourtant, voilà, justement, d'autres qui sont complètement accessibles, comme par exemple le peuple à côté, à 1 heure plus ou moins de la ville de Cali, justement, le petit village de Silvia, où on pourra justement rencontrer les Guambianos, finalement, les premiers qui se sont installés dans cette région à côté de la vallée de Cauca. Et finalement, voilà, ça va être forcément à l'origine de nos premiers peuples, forcément du côté de Bogota. Les peuples vont profiter exactement de toute une extension de terre tout au long de la cordillère des Andes pour s'installer et maîtriser les montagnes. C'est un peu l'un des éléments les plus beaux lorsqu'on parle de la Colombie, comment on arrive justement à s'installer dans des altitudes très 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 importantes et dans des plateaux et dans des vallées un petit peu partout dans la cordillère des Andes, qui est à la base l'élément qui va définir le pays, et forcément les deux cours d'eau, les deux imposants fleuves qui traversent le pays et qui passent justement au milieu de ces trois cordillères, le fleuve Cauca et le fleuve Magdalena, finalement, qui traversent du sud au nord le pays à partir de le massif colombien, l'étoile d'eau qui permet justement la formation et qui date de voilà, justement l'époque des plaques tectoniques, qui permet la formation des Andes et qui en même temps est à l'origine de la formation de ces deux grandes cours d'eau. Donc voilà, deux éléments très importants, les montagnes et les fleuves, deux éléments qui vont permettre ces premières communautés, ces premiers rassemblements de peuples autochtones à s'installer et finalement à maîtriser le territoire qu'aujourd'hui correspond à ce beau pays de la Colombie. Donc, du côté de Bogota, forcément, on a à l'origine l'histoire où, à la base, forcément, le peuple Muisca, un peuple d'origine Chibcha, forcément très très fort en minerie, très fort en poterie, et finalement, oui, pourquoi pas le dire, dans différentes techniques d'orfèvrerie qu'on va forcément apprécier lorsqu'on va se rendre à Bogota, au musée de l'or. C'est ça exactement le trésor de faire la découverte et la visite du musée de l'or à Bogota, musée avec justement une collection étonnante et impressionnante, comprenant justement des milliers de pièces. Le musée de l'or correspond et garde finalement le trésor de pays, forcément à travers, je dirais quand même un héritage important, je dirais un peu moins critique, on va dire, parce que lorsqu'on va au musée de l'or, l'appréciation c'est surtout le côté esthétique du travail d'orfèvrerie chez ces communautés indigènes. Et pourtant, ça s'épère un peu, on n'arrive pas tellement à apprécier comment cette perception de ce minéral si important n'était pas aperçue de la même manière que nous, occidentaux, on apprécie aujourd'hui l'or ou l'argent. Pour les communautés natives, ce matériel était quelque chose de divin, était justement quelque chose de sacré. Ça représentait exactement la présence d'une divinité, forcément le dieu soleil, aussi représenté dans la présence de plus grands félins de l'Amérique, le jaguar. Et donc forcément ces communautés avaient des connaissances importantes. Et justement tout au long de ce qu'on appelle aujourd'hui Bogota, ces grands plateaux, on avait la légende des Sipas et les Saques, forcément des peuples qui arrivent à garder même un peu au premier moment des échanges avec les premiers Espagnols qui arrivent. Forcément, tout le monde reconnaît ce moment important de rencontre entre les deux mondes, l'arrivée des Espagnols et finalement notamment des Cristobal Colón. Ça va être un point de bouleversement dans l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui les Amériques. Et forcément, on démarre particulièrement en Colombie avec la fondation de la première ville, Santa Marta, qui est justement fondée en 1500
20 et quelques, 25 plus ou moins. Et c'est le premier port, parce que finalement, la Colombie se développe forcément à travers sa côte. Finalement, c'est clair pour tous, pour nous tous, que l'arrivée des Espagnols va représenter un point de, pas juste la conquête, pas juste la colonisation, pas que l'excuse de l'évangélisation pour l'instauration et l'exploitation d'un territoire, mais aussi un héritage très fort qui commence justement à mélanger et qui porte avec soi voilà, forcément le triangle de commerce et l'arrivée des esclaves de l'Afrique et dont particulièrement on va parler dans un autre épisode, mais finalement que a comme origine un peu la musique salsa, qui a comme origine justement toute la culture afro-colombienne de la côte Pacifique et la côte Caraïbe. Et donc à la base, justement, c'est un grand événement de rencontre entre les deux mondes où justement ce qu'on a connu, on a mal connu comme la découverte des Amériques, comme on le connaît justement et comme on l'aborde dans les salles de classe un petit peu dans le monde entier. C'est un grand événement qui implique forcément toute une richesse culturelle qui donne comme résultat ce mélange, finalement ce métissage si fort que petit à petit va développer la personnalité des Colombiens. Aujourd'hui, on peut être très très fier justement d'être un pays mixte, un pays très métissé, un pays avec un fort héritage blanc espagnol dans un bon pourcentage, un héritage à partir duquel apparaissent des festivals comme par exemple la Feria de Manizales, les différentes villes qui gardent encore aujourd'hui en 2024-2025 les corridas des taureaux machis en général. Ça fait partie de notre culture espagnole, mais forcément les festivals liés à la culture afro-colombienne, comme forcément le festival de Petronio Álvarez, un moment important de mettre en valeur nos origines afro en Colombie, et forcément justement cette culture un peu très présente et très forte dans des endroits comme Cali, comme Carthagène et aussi encore d'autres petits coins de Bogota et Medellín. Et finalement, pourquoi pas mettre en valeur justement nos héritages et notre fierté d'être justement un peuple avec une base et justement des origines natives, autochtones, indigènes, et forcément cette forte compréhension qu'on doit reconnaître chez les peuples Kogi, pour tous ceux qui ont vu les superbes émissions de télévision françaises comme Rendez-vous Terrain Connu ou même Échappée Belle ou Des Trains pas comme les autres. On reconnaît justement quelques éléments très forts liés à l'identité colombienne par rapport à cet héritage culturel natif et autochtones. Aujourd'hui, malheureusement, on a un tout petit pourcentage, un pourcentage de moins de 5% des Colombiens qui se reconnaissent comme justement des premiers peuples, des peuples natifs, autochtones, et justement, ils ont des revendications. Un tout petit exemple sera finalement le peuple Wayuu, justement tout au nord du pays, qui a la capacité de autogestion et de gérer eux-mêmes d'une façon autonomique leurs affaires les plus importantes. Le territoire est géré justement de manière, et la communauté et la société en général va en fonction de ce que les leaders reconnaissent, et forcément des traditions et des cultures très 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 fortes. Par exemple, même si on n'a pas une culture à la mort très forte, peut-être comparablement au Mexique, en Colombie, par exemple, le peuple Wayuu justement aura cette perception très intéressante concernant le passage à une autre vie. Donc déjà des symbologies très fortes, parce que finalement la mort chez les communautés natives indigènes,
s'apprécie et se vit d'une façon complètement différente. Et donc, voilà, c'est justement, c'est un tout petit parti, c'est une toute petite mention de ce qui correspond aux héritages des premiers peuples, finalement, en ce qui concerne la Colombie d'aujourd'hui. Non? Donc, oui, c'est là justement pour mentionner un peu comment cette configuration et cette ligne de temps commence à un peu à impacter forcément un pays qui, grâce à la rencontre de monde, rentre dans une espèce de justement richesse culturelle et mélange, métissage, justement pendant plus de facilement 300 ans de colonisation. On aura beaucoup de moments de bouleversement. Et justement, quelque chose à remarquer, quelque chose à dire, sera que en Colombie, malheureusement, les peuples autochtones, les peuples natifs, ne seront pas justement les leaders des processus d'indépendance. Ça sera surtout les Espagnols de voilà, 6e, 7e, 8e génération que vont être en tête de ce mouvement qui profite des guerres napoléoniennes et des différents événements globaux et un contexte un petit peu plus complexe, un sentiment continental de vouloir être indépendant, mais aussi on profite du fait que nos leaders partaient en Europe, s'est formés, faire justement des contacts avec des idées, par exemple, de l'illustration, et forcément s'inspirent des mouvements si forts comme la Révolution française pour justement revenir, même traduire comme Nariño, notre grand héros en Colombie, l'a fait, la traduction de droits de l'homme pour finalement instaurer et partager ces idées parmi une société élite en Colombie. Et on profite justement des moments de stress en Europe et comment justement le frère de Napoléon est au pouvoir en Espagne, notamment pour voilà, déclarer notre indépendance et profiter des petites excuses forcément pour démarrer justement ce sentiment en Colombie. Donc oui, pour que ce soit un peu un contexte avant de votre découverte en Colombie, votre voyage, votre passage dans ce merveilleux pays. La Colombie, c'est un pays avec forcément différents moments de dynamique violente, particulièrement, je le sais bien, dans les pays francophones et surtout dans les pays de l'hémisphère nord. C'est vrai que on reconnaît beaucoup les derniers temps justement de notre époque contemporaine comme les moments violents, les moments malheureusement, les époques troubles et du passé, les époques très lourdes des années 80, 90, même des années 2000. Et forcément, on va rentrer dans ce sujet parce que justement, après avoir réussi notre indépendance, justement, apparaissent deux forces politiques, les conservateurs, justement, qui voulaient un peu un gouvernement centralisé à Bogota, même au début à Caracas, parce que forcément, il faut le dire, il faut se rappeler que tout ce qui correspond au Panama, Colombie, Venezuela, Équateur et même une partie de Pérou correspondait exactement à ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Colombia, mais qu'à l'époque, on appelait justement ce pays en indépendance et que forcément, on voulait gérer à partir de Bogota au début et après à partir de Caracas, avec la grande figure de notre héros Simon Bolivar, mais aussi la force politique des justement et les libéraux qui finalement suivent plutôt le grand héros du côté colombien, Santander, qui voulait plutôt justement une administration un petit peu plus de style fédéraliste et forcément ça va créer un peu de stress et c'est ça exactement ce moment de stress qui est à l'origine de conservateurs libéraux, forcément à l'origine du grand conflit de la guerre
des 1000 jours justement à la fin du 19e siècle que va être un grand moment de bouleversement où des gens des partis de ces deux grandes forces politiques s'ébattent et forcément presque se tuent pendant longtemps juste à cause des idées politiques. Même la couleur de votre maison déterminait votre affiliation politique. Voilà pourquoi justement aujourd'hui des villages comme Salento, des villages comme Guatapé gardent plutôt un esprit très ouvert et sont des villages complètement colorés avec l'orange, le vert, différentes couleurs un petit peu partout et on a la sensation justement qu'on n'a pas d'ordre, qu'on a justement fait des choses peut-être même pour des touristes, mais non, en fait, c'est que c'est les résidences de personnes, c'est chez les gens, c'est important que justement il y ait une distinction et forcément, même inconsciemment, il y a cette idée de peut-être ne pas rester dans la monotonie des couleurs, parce que, rappelons-nous, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de couleurs, s'il n'y a pas de fleurs, on n'est pas en Colombie. Donc forcément, oui, ces événements démarrent tout un accord entre ces deux partis qui se tuent pendant longtemps, les conservateurs et les libéraux, et finissent pour créer un accord qu'on va appeler justement le Front en commun, le Front national, et justement c'est un mouvement qui va partager le pouvoir entre ces deux partis traditionnels, et lorsque apparaît justement un leader charismatique comme Jorge Eliezer Gaitán, qui propose justement des changements pour le bien et des changements à partir une vision politique complètement à l'extérieur de ces deux groupes traditionnels. Forcément, il y a des forces qui ne sont pas intéressées à justement permettre qu'un alternatif se mette au pouvoir. Et malheureusement, il va être assassiné au 48 à Bogota. Et ça va créer un moment justement de stress très 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 important, un moment connu pour tous les Colombiens comme le Bogotazo. Et forcément, c'est ça qui déclenche et qui va être finalement le trigger, le point d'inflexion et de transformation et le point d'origine finalement des premiers groupes de guérillas d'extrême gauche. C'est quoi finalement donc ces groupes de guérillas? Ça va être justement des groupes illégaux, des groupes armés, des groupes d'idéologie marxiste, léniniste, qui apparaissent au début comme forcément ils proposent une solution et ils proposent remplacer la fonction du gouvernement là où l'État était complètement incapable de gérer tout ce qui est lié aux services et au public. Donc finalement, là où l'État n'était pas du tout capable de pourvoir la sécurité, ou même où l'État n'était capable de construire des autoroutes, des maisons, ou même fournir des services très basiques comme l'électricité, la sécurité, la santé, l'éducation. Donc ces premiers groupes dont peut-être vous avez entendu parler dans le monde francophone ou dans les actualités d'aujourd'hui, correspond pour la plupart justement aux groupes illégaux des paysans qui prennent les armes et qui en ont marre et qui proposent justement au début faire cela, remplacer ce que le gouvernement ne pouvait pas ou n'avait pas envie de faire dans le contexte rural. C'est surtout des groupes qui apparaissent dans les jungles, dans les zones très 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 à l'écart des grandes métropoles, Bogota, Medellín, Cali, et notamment vous connaisserez justement des groupes tels que FARC, qui a signé justement un accord de paix en 2016, et peut-être c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles vous êtes intéressé à découvrir la Colombie aujourd'hui, parce que justement lors des accords de paix en 2016, on a justement un acte diplomatique. L'ancien président français François Hollande s'est rendu en Colombie exactement pour faire un acte diplomatique important, justement une reconnaissance de la Colombie comme un pays en paix. Et forcément, ça va être pour nous une espèce de reconnaissance de finalement l'Europe tout entier et le monde tout entier, comme si la Colombie c'était déjà un pays en paix.
il faut faire une parenthèse justement là-dedans, parce que ce n'est pas encore une réalité au 100%. Il y a des zones où ce n'est pas possible justement de se rendre. Donc c'est pour ça qu'il est important justement de bien se renseigner avant de partir en Colombie. Pour la plupart, les destinations touristiques sont complètement faciles à découvrir. Le voyage en soi et la logistique sera toujours plus intéressant d'organiser avec un voyagiste, mais sachez-le bien, justement, il y a des zones où malheureusement la présence des groupes armés empêche un peu une découverte tout à fait à l'aise. Donc voilà, premier groupe, les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, dont aujourd'hui, plus ou moins, au début, pour l'accord de paix, un bon 80% de membres de FARC acceptent et signent l'accord de paix. Et puis, voilà, ça va justement changer parce que le 20% restant change de nom et continue à développer des activités illicites. Et par contre, justement, un 10% de 100% original accepte l'accord de paix et signe au début et reviennent malheureusement aux activités illicites à cause des différentes affaires. Mais phare, ça va être justement le groupe Forces armées révolutionnaires de Colombie sera le groupe le plus puissant, le plus influent. Et justement, grâce à l'accord de paix de 2016, c'est justement qu'on commence à découvrir des régions qui étaient anciennement bloquées, qui étaient anciennement marquées comme zone rouge, comme par exemple justement le fleuve de cette couleur, justement dans la zone de la Macarena, peut-être l'une des régions les plus importantes aujourd'hui si on vient pour la découverte des trésors naturels du pays. Deuxième groupe de guérillas, donc ELN, un groupe qui reste même encore actif aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis ici avant que justement c'est mieux de se renseigner par rapport à où aller et comment organiser son voyage. Et troisièmement, un groupe hyper important, M19 ou Mouvement 19 Avril, dont justement un ancien membre a réussi à justement arriver à la présidence de la République, Monsieur Gustavo Petro, justement ancien membre de ce groupe de guérillas. Donc on a plusieurs groupes de guérillas d'extrême gauche, forcément qui proposent des choses au début et sur le papier intéressantes au début, et qui malheureusement dégénèrent et qui se transforment justement dans des groupes qui vont plutôt vers l'extorsion et vers justement pousser les gens de manière violente vers les centres urbains du pays. Et forcément, ensuite, on a les groupes illégaux d'extrême droite comme justement les groupes paramilitaires ou les autodéfenses unies de Colombie. Et forcément, on a ensuite l'armée et la police qui pendant longtemps ont été des groupes très 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 corrompus et qui ont fait aussi beaucoup de mal au pays. Donc finalement, au milieu de tous ces trois groupes, ça rajoute justement les groupes narcotrafiquants ou ce qu'on appelle les groupes narcoterroristes. Ça veut dire des groupes qui sont complètement censés avoir un intérêt absolument commercial, absolument de développement de leur business avec leurs produits, malheureusement, qui fait beaucoup de mal, pas que en Colombie, mais dans le monde entier. Et c'est exactement la lutte de pouvoir de tous ces groupes qui a déclenché presque 60 ans de guerre et de conflits qui, plus ou moins, se sont arrêtés en 2016 grâce à voilà, l'accord de paix, mais aussi aux différentes dynamiques et surtout voilà, des dynamiques très fortes, une volonté impressionnante du peuple colombien de vouloir justement transformer la réalité. Et cela va permettre petit à petit tout un travail de transformation et évolution et surtout beaucoup de travail envers la réconciliation. Parce que finalement, on a compris que cela, c'est le plus important. Et le but, ce n'est pas de penser justement à comment justement faire une vengeance, une vendetta, mais plutôt justement comment construire un pays pour le bien. Et donc finalement, c'est un peu voilà, la naissance un peu et l'origine et un peu le parcours de l'histoire récente un peu de pays. À partir des négociations avec les rebelles, justement apparaissent différents moments et différents leaders
forcément qui commencent petit à petit vouloir transformer, pas que dans le milieu politique, mais aussi à partir de différents domaines et différents métiers, justement, le destin du pays. Donc on aura forcément les sportifs, les grands chanteurs, on aura forcément des personnages qui se battent pour forcément rassembler les gens et pas au contraire. Et donc petit à petit, on arrive à justement ouvrir le pays au monde. Et voilà, je suis très content, très ravi de vous donner au moins ma version, une petite version justement de la ligne de temps de l'évolution historique du pays, des moments forcément que j'avais, comme j'avais introduit, très violents, des moments de bouleversement, des moments de conflit, des moments de stress, mais que petit à petit commence à donner la place au moment de rencontre, au moment de réconciliation, et surtout, comme je vous le sais expliquer, votre visite, votre découverte du pays a tout à fait le moyen de toucher un peu des projets, des initiatives qui construisent le pays. Donc voilà, forcément, on vous encourage à vous mettre justement en lien, en relation avec ce type de projet sympa où forcément le tourisme peut apporter de manière extrêmement positive. Donc voilà, j'étais très content justement de pouvoir partager exactement ma version de cette ligne de temps en ce qui concerne les origines et le parcours historique du pays. Rappelez-vous que voilà, si vous faites la découverte du pays, peut-être l'une des raisons que nous fait bouger dans notre projet, c'est vous inspirer et vous créer justement des envies pour rentrer en contact avec des Colombiens qui vont vous raconter leur version à eux. On se rappelle bien, on est 50 millions de Colombiens, plus 5 millions qui vivent à l'étranger, et on sera beaucoup plus ravis de vous motiver à faire la découverte de ce super pays. Bon, cette émission pour aujourd'hui est finie. Ça a été justement Colombie, carnet voyage, en espérant que cette petite introduction vous a donné envie de faire la découverte du pays, et à bientôt au prochain épisode. Merci beaucoup.